chaque personne qui va enregistrer, qui va lancer son enregistrement, va faire un clap. Et tous ces claps-là, on va les entendre dans l'enregistrement de Zoom. Et comme ça, on pourra les caler un par un. Donc on lance, on clappe, c'est bon. Ouais, c'est ça. Vas-y, Mika. Ok. Vas-y, Charlie. Oh, c'est tout mignon. Ok, et moi je vais voilà, le poser là. Vas-y, clap. Voilà. Très bien. Vas-y, Super. parti. Ok, et du coup, je commence en disant bonjour ou bonsoir aux gens qui écoutent, c'est ça, par politesse. Oui, si tu veux. Ça dépend à quel moment on fait lancer le pré-show. Ça marche. Et Là, on est en préchauffage. ok. Et du coup, pendant le pré-show, on dit un petit peu, on présente un petit peu qui est là et comment ça va, c'est ça? Ouais. Donc, Où du on parle coup, d'un truc qui nous fait plaisir. Enfin, Tu sais, ok. c'est le moment où on dit à peu près un peu n'importe quoi, c'est décousu, les gens se demandent Oui. ce qu'ils foutent là, et après tout à coup quelqu'un commence à dire bonjour. Et voilà. après, ça fait. Voilà. Ok. Ok. Moi, je pense que cette partie de chaos de moi qui apprend à faire une introduction d'épisode, Ouais, c'est ça pas mal. démarre pas trop mal, ouais. Ouais. Mais c'est marrant parce que on a fonctionné comme ça depuis genre le 2e épisode. Donc je me demande à quel point, Charlie, tu nous as écoutés jusque-là. Mais moi, c'est un secret pour absolument personne que je n'écoute pas les épisodes. Ah, c'est Je, ça. Non, non, je mais d'accord. suis, je suis désolé, j'arrive pas à écouter de podcast alors que je participe à des enregistrements assez nombreux dans ma vie. Et en fait, en général, je ne regarde pas les enregistrements sur lesquels je suis, je n'écoute pas les enregistrements auxquels je participe. Pas parce que j'aimerais pas ma voix ou pour des soucis de ce type-là, Mhm. mais parce que en fait, j'ai pas la concentration nécessaire et donc notamment quand c'est du podcast, je suis incapable d'écouter un podcast en fait que ça dure 15 minutes, 1 heure ou 3h30. Mon attention décline beaucoup trop rapidement bah, su- pour que je puisse faire le moindre retour, pour que je puisse même prendre du plaisir, parce que la plupart du temps, je décroche complètement au milieu du truc et du coup, je reviens en arrière. Je mets en fait 3 jours à écouter un truc qui prend 1 heure à des personnes qui n'ont pas ce souci-là. Et Ouais. du coup, effectivement, le podcast, j'ai dû écouter 2 ou 3 des enregistrements quand vous les envoyez en fait pour faire la vérification. Mais par Ouais. exemple, le dernier, j'étais pas du tout dans un état mental ou quoi où je pouvais l'écouter. Et Mhm. du coup, je l'ai juste pas du tout écouté jusqu'à D'accord. maintenant. Voilà. Et je ne sais pas si je l'écouterai un jour et peut-être que je l'écouterai dans longtemps et que comme ça, je serai en mode ah, c'est vrai. Non, mais fais-nous confiance, il était bien. Enfin, je vous crois. Mais c'est. T'es pas la première personne qui nous en parle dans les gens qui écoutent le podcast ou qui essayent d'écouter le podcast. Et on nous demande régulièrement une transcription. Ce qui Mhm. permet aux gens qui ont des problèmes d'attention de suivre quelque chose en même temps. Je sais pas si pour toi ça aiderait, mais, je ne perds pas espoir qu'un jour on arrive à avoir les fonds pour payer des transcriptions. Mhm. Parce que Ouais, ça, vu les sujets qu'on aborde, ça peut pas vraiment être automatique. c'est sûr. Après, le fait de ne pas écouter les podcasts auxquels tu participes, je suppose que ça aide à pas avoir de trac en se disant est-ce que je vais bien m'en sortir et tout. C'est tu vis l'expérience et après c'est passé, c'est fini, pas de stress. C'est pas mal comme manière de faire. C'est globalement ça. Après, parfois, j'ai une petite seconde pensée, du coup, genre quelques temps plus tard, où je suis en mode. Je me rappelle, en fait, parce que j'ai en plus de ça une très mauvaise mémoire, et donc je ne me rappelle pas de ce que je vous raconte, ou assez mal, et du coup, en fait, j'espère juste que je dis pas trop de conneries, parce que je suis en mode, les gens écoutent, moi je ne l'écoute pas, donc je peux faire genre aucun commentaire. Si on me dit, oui, quand t'as parlé dans l'épisode 18, t'as dit ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, je serai en mode, c'est quoi, je vais te croire sur parole. Alors dans l'épisode précédent, tu disais que tu allais me passer plein d'argent et D'accord, ouais, j'irai l'écouter quand même. Par sécurité, j'irai le réécouter rapidement. quand même. Hein. C'est drôle parce que c'est le contraire, moi. Dès que l'épisode est prêt, en fait, j'ai hyper hâte de l'écouter.
parce qu'en général, j'ai des bons souvenirs de l'enregistrement. Et donc, en fait, j'ai envie de retrouver ça au moment où je l'écoute. Ouais. Et typiquement, le dernier épisode, il était déjà plein de choses toutes chouettes. Alors de le réécouter, c'était genre, ah, c'est trop bien! Oui, il est Donc, non, vraiment non, c'est agréable vrai. à réécouter. Ouais. Ouais. Il est vraiment très beau cet épisode. Et du début à la fin, il y a cette espèce de vibe très positive, comme ça, très douce, hein. Ouais, non, c'était pas mal du tout. Ouais. Mais on l'a réécouté ensemble avec Pau pour qu'elle sache de quoi on allait parler. Parce que j'ai quand même pas mal parlé de toi quand même. Ah, puis Ouais, c'est ça, toujours non, sympathique. c'est bien. Et aussi, moi j'aime bien réécouter parce que je kiffe ma nouvelle voix et Ça, c'est cool. ça aide à la mémoire, ouais, de se réécouter régulièrement. Et ça, c'est un truc où, de base, j'ai une très bonne mémoire. C'est pas pour me vanter, c'est un des rares trucs qui fonctionne à peu près correctement chez moi. Ce qui fait que, du coup, j'ai souvent je fais vraiment de la comparaison entre de quoi je me souviens dans l'épisode, Mhm. de l'enregistrement, et ce qui vient. Et je me rappelle, c'était il y a quelques épisodes de ça, où il y a un moment, tu avais sorti une espèce de vieille vanne, genre je sais plus qui tu taclais à la gorge, Jenna, mais voilà, c'était. Et, je l'avais complètement oublié. Et j'écoute le truc, je dis, oh la vache! Ouais, c'est arrivé. Moi j'avais pris une vanne par Jenna à un moment donné. Je saurais pas vous dire Moi, quoi, mais Des fois, elle te balance des tirs comme ça, tu t'attends pas du tout, boum! c'est ça. c'est pas bon, je fais ça. Ah bon? Vous avez un chat. Alors, je le dis pour les gens qui écoutent, puisque vous n'avez pas l'image. Oui, ça y est, Pau n'est Euh, plus concentré là. C'est pas il y vrai, a, je suis il y a complètement un concentrée. chat entre Jenna et Po. Il a l'air adorable et Mika avait beaucoup de mal à finir sa phrase à l'instant précédent puisque on a vu le chat apparaître dans l'écran et j'ai vu ton regard faire genre Oh, un Mika. chat! Et ben c'est le chat de Séraphin. Parce que j'avais Donc c'est annoncé un que nouveau Séraphin colocataire. allait habiter chez nous. Et donc Séraphin habite chez nous. Et il est pas là cet après-midi, ce soir. Parce que c'est des obligations associatives militantes qui le tiennent loin d'ici. Je crois qu'il avait déjà... Oui, il avait déjà mentionné la Baudrière. Et la Baudrière, c'est un squat TPG à Montreuil, en banlieue parisienne. Et qui devient expulsable depuis ce matin. Donc, bon, c'est jamais expulsé le premier jour du jour où ça devient expulsable, mais donc les habitantes du squat commencent à soutenir un siège, en quelque sorte. Donc à préparer les personnes qui ont des spécialisations de médic, de préparation de nourriture, voilà. Et donc Séraphin est là pour aider à ça. Donc si vous avez des choses pour aider la Baudrière, c'est le moment. Oui, non mais si, tu peux parler maintenant, même avec un chat. Est-ce que tu peux me prendre en photo avec le... Ah oui, pardon. Très radiophonique. C'est La la pause première photo. fois. C'est la première fois que le chat se met dans mes bras comme ça. Oui, c'est vrai. Oh, On n'est pas souvent assis. C'est adorable. très mignon. Elle est en train de me Alors, ronronner dessus et de me labourer avec les griffes. par contre, il y a, là, moi, du coup, ça m'interpelle. Est-ce que le chat est trans? Parce que c'est un podcast trans quand même, hein. Écoute, On le est chat en n'a pas non-mixité. encore participé, donc Le chat s'appelle Luna, mais oui, pour l'instant, Luna n'a pas demandé à prendre la parole. miaou d'un coup. Ça va, c'est un... Non. un petit bonus. En parlant de
comment de est-ce que chaque vous avez sens. parlé de moi tout à l'heure? Non, vous parliez de tâteler les gens et tout, et c'est pas quelque chose que je fais. Par contre, depuis la dernière fois qu'on a enregistré, j'ai fait ma première scène de stand-up. Oh. Et je me disais, ok, je vais le mentionner quand même. Ça a été une super expérience. Et ça a été... ça fait des années que je me dis que j'ai envie de faire ça et que je le fais pas. Et là, j'ai eu l'occasion de monter sur scène devant genre 30 personnes. C'était pas... Voilà, mais ça s'est super bien passé. Et les réactions de la foule étaient... la foule, le public, pardon. C'était pas exactement une foule. Quand on peut nommer toutes les personnes dans le public, c'est pas une foule. C'était vachement plus enthousiaste que j'imaginais que ça pourrait l'être. Et ça m'a donné très envie d'en faire d'autres. Voilà. Franchement, trop cool. Je suis assez admiratif parce que moi, j'ai aucune difficulté à monter sur scène, à parler devant des gens ou quoi que ce soit, mais pas pour faire de l'humour, quoi. Ouais. Genre, s'il y a un truc sur lequel j'ai aucune confiance en moi, c'est ma capacité à délivrer une blague. Et genre, pourtant, je sais que bah parfois ça va, mais vraiment, je pense que c'est le truc sur lequel, s'il y a un seul truc sur lequel je suis insécure pour prendre la parole en public, c'est vraiment le stand-up. Je trouve que c'est incroyable les gens qui font ça bien et qui arrivent vraiment à faire rire le public quand elles le veulent, parce que bah, c'est un peu un pouvoir, quoi. Ça donne cette impression-là. Et c'est pour ça que ça fait longtemps que ça me faisait envie. C'est que finalement, les moments de... Ça fait longtemps que je monte sur scène pour lire des textes. Que ce soit un discours politique ou une version plus artistique, un poème, un truc comme ça. Que ce soit des textes que j'écris ou des textes que je trouve ou que je traduis ou que j'ai traduit avec Pau d'ailleurs. Et toujours les introductions et les transitions d'un texte à l'autre m'ont servi pour faire rire les gens. Et finalement, c'est la partie que je préfère. Donc il y avait une logique, quoi. Ouais, ça. Et c'est vrai que c'est différent de l'exercice du théâtre où finalement le théâtre, t'es pas seul sur scène en général, t'as tes partenaires et la charge de faire rire ou d'ailleurs d'apporter d'autres émotions, elle est un peu collective. Là, sur le stand-up, t'es seul. Et effectivement, sur ce genre de petites choses, de vannes, tu parlais de petites transitions à faire. Si tu te plantes, tu fais un bide monumental. Ça met une certaine tension. Moi, des fois, ça, je le teste quand je suis dans des conférences, des ateliers, des trucs où je prends la parole en public, où j'aime bien avoir un machin qui fait rigoler, qui capte l'attention, et donc je teste des petites vannes. Alors, des fois, ça marche très, très bien. Et puis, des fois, celle-là, on va peut-être l'oublier. Et, Ouais, euh, puis ça dépend du et, public aussi, hein. Mais Complètement. alors ça s'adapte totalement au public. Là, je vais dans 3 jours, je suis aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, on est plusieurs personnes à parler transidentité sur différents sujets. Évidemment, moi, c'est toujours l'éducation. Je crois que ça va me coller à la peau. Et ce matin, je parlais à mon chéri, je lui disais, je crois que si je dis ça à un moment pour détendre l'atmosphère, ça le fait. Il me fait, alors, formellement, c'est drôle, mais on va peut-être éviter. C'était une sorte de petite pique à un autre parti politique, voilà, mais de gauche aussi. Bon, bref. Oui, c'est pas Euh, l'ambiance en ce moment. C'est pas... voilà. Donc, bon, j'ai 2 jours pour trouver un truc qui tape sur la droite, mais ça va pas être difficile. Voilà. Est-ce que le fait d'avoir fait cours pendant des années devant des élèves, c'est aussi un public devant lequel on peut tester des blagues? Ah, complètement. Ouais. Complètement. Mais ça dépend des fois d'une classe à l'autre. Mais il y a des situations où je sais que je me suis retrouvée à improviser tout à coup une blague ou une connerie pour détendre une situation qui pouvait être tendue ou parce que tout à coup ça venait, quoi. Enfin, tu sais, quand t'as eu 7 heures de cours dans la journée et à la 8e heure de cours, t'as un élève qui te demande, c'est la millième fois, il t'appelle, il fait Madame, j'ai trouvé un papier sous ma table.
Et tu sais, le truc, si t'as envie de dire, non, mais enfin, je sais pas, tu le prends, tu le mets à la poubelle. Et ça m'est arrivé, le gamin sort le bout de papier, et je m'approche et je fais, oh, t'as trouvé un papier! Putain, évacue la salle! Il a trouvé un papier! Évacue la salle! Et là, il te regarde, tu sais, comme une tarée. Et t'en as trois qui comprennent qu'en fait, voilà, tu t'as pas pété un plomb, hein, c'est juste que, voilà, t'as un grain. Et là, c'est le moment où tu leur dis, non, mais je suis désolée les enfants, ça fait 7h30 que je travaille aujourd'hui, j'en peux plus. Non, mais c'est des conneries de ce genre-là, mais c'est aussi ce qui fait que pour le moment, je n'ai pas arrêté ce métier, c'est que je m'amuse en fait. Il y a des C'est choses aussi qui une sont. représentation finalement. Mais tu es tout le temps en représentation quand tu enseignes. Mm. Le truc, c'est que c'est. euh, En fait, il y a aussi. Enfin, il y a plein de règles à suivre, de choses à respecter, de cadres à poser. Moi, en plus, je supporte pas le bruit, donc je cadre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et euh, et c'est vrai que, ben, ouais, des fois comme ça, savoir balancer un petit truc. Savoir qu'on va rigoler 30 secondes, une minute, et ensuite on revient au boulot. En fait, c'est aussi des respirations dans un rythme de classe qui, des fois, est fatigant. Et voilà, quand tu es à 50-55 minutes de cours, à 8 heures du matin, ça va. À 16 heures, les gamins, ils en ont marre autant que toi, en fait, hein. Ouais. Et ça permet de garder l'attention, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Et des fois, ça marche pas du tout, hein. Je veux dire, des fois, je ne vais pas le faire parce que je sens que si je fais ça, en fait, je perds complètement la classe. Mm. Et, voilà. Très bien. Il va être Alors, l'heure. Est-ce que tu... bah, Mika, c'est éminemment radiophonique ma question, mais on dirait qu'il y a des ornements sur ton visage et tes épaules qui semblent pas être là d'habitude. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est en lien avec le sujet que, que j'amène aujourd'hui. D'accord, c'est un teasing complètement C'est pas du ça, tout auditif. c'est ça. Mais pour les personnes qui écoutent, il y a effectivement des petits tatouages noirs sur mon front et mes épaules. Et peut-être plus bas, mais pour les voir, il faudrait être très intime avec moi. Voilà, et on détaillera le pourquoi, effectivement, il y a tout ça quand ce sera à mon tour de parler. D'accord. du coup, Et quel est notre en tour de attendant, parole? qu'est-ce que tu dis, Charlie? J'ai dit quel est notre tour de parole du coup? Eh ben, je dirais que là, on pourrait dire qu'on fait un générique. Mhm. Et puis, on va enchaîner en disant peut-être bonjour, je m'appelle Charlie, voilà mes pronoms, et voilà. Et par exemple. Et puis comme ça, on fait ça tous les quatre. Et puis après, on enchaîne avec le sujet de Charlie. C'est vrai qu'on donne jamais nos pronoms d'habitude, on est des terribles trans. Je pense que j'ai jamais donné mes pronoms dans le podcast, hein. Moi non plus, je pense pas. Terrible Trans, c'est le nom de ma bande. C'est pas Akab? T'as un super t-shirt là. Oui, j'ai un t-shirt ACAM, mais c'est parce que j'ai un chat dans les bras. Ah, pardon. All cats are beautiful. Ah, Mm. ok. Et bah, ok, ça marche. Du coup, je me présente pour la première fois sur un podcast trans. Donc, je m'appelle Charlie et j'utilise le pronom il et les accords masculins par défaut et non genrés si possible. D'accord, par ordre alphabétique, ça va être à moi. Je m'appelle Jenna, accord féminin, pronom elle. Et oui, ça fait bizarre de se présenter pour la première fois après 20 épisodes de podcast. Je m'appelle Mika. C'est le pronom elle, les accords féminins, ça n'a pas changé. Et moi, c'est Po. Les pronoms elle et elle me conviennent. Et le plus possible des accords neutres et des mots épicènes si possible. Très bien. Bien, merci pour cette présentation au 21e épisode. C'était. Il était temps, hein, parce Il que... était temps. Il était ton petit navire. Pas du tout. Alors, mais quand même, est-ce que tu veux nous parler quand même plus ou moins de Petit Navire, Jenna, aujourd'hui avec ton sujet? Alors, c'est une jolie proposition.
Et c'est promis, je vais vous parler de Petit Navire dans mon sujet qui viendra après celui de Charlie. Je trouve que le sujet de Charlie sera une introduction. Et alors je suis désolée, le sujet mérite d'être un sujet à part entière et pas juste une introduction au mien. Mais on va commencer par toi et tu vas poser le contexte. Ça marche. Alors, déjà pour le contexte, c'est que normalement, mon sujet et celui de Jenna étaient censés arriver après celui de Louis dans l'épisode 20. Et Oui. qu'en fait, on avait fait une introduction tellement longue, et puis ensuite, on est tellement parti loin sur faire des ours et tout ça, qu'on a préféré zapper les autres sujets pour faire un épisode moins long et plus digeste. Mhm. Et donc, comme Louis nous parlait des ours, tout ça, on s'était dit, bon, on va rester un petit peu dans le nord, finalement. Et donc, il faut savoir que moi, j'ai une affection particulière pour les pays nordiques européens. Donc, la Scandinavie et ce qui n'en fait pas forcément partie aussi. Et voilà. Donc, j'ai fait un Erasmus en Norvège. À l'occasion de cet Erasmus, j'ai aussi voyagé en Islande. Et là, cet été, je suis partie avec ma famille en passant par le Danemark, la Suède et la Finlande. Donc, globalement, j'ai un peu fait le tour de tout ce qu'il y a, non, pas du tout de tout, mais d'une grosse partie de choses à voir dans le Nord. Et donc, moi, j'adore les beaux paysages, la nature, les animaux, tout ça. Donc, énormément d'affection pour tous ces endroits et pour tout ce que j'ai pu y voir, mais aussi beaucoup d'affection et d'attrait pour tout ce qui est invisible, pour tout ce qui se raconte et qui ne se voit pas, et donc notamment pour toutes les petites mythologies, les mythes et légendes de ces pays. Et oui. Pour les gens qui ont écouté l'épisode 20, Frères des ours, et pour raconter un petit peu ce qu'on voit là actuellement, c'est-à-dire à l'image de Charlie, on a juste au premier plan son micro et dans le fond une ombre qui bouge de temps en temps avec le son. Donc je voudrais demander à Charlie, maintenant que tu es revenu et que tu as rencontré des ours, as-tu toujours forme humaine? Ah oui, parce que vous n'êtes pas sûr en fait, c'est ça. Oui. Ouais, alors j'aurais adoré me transformer comme Kinaï, mais je n'ai pas eu cette chance. Et du coup, j'ai bien toujours une forme humaine à mon grand désarroi. Oh. Je pense que je préférais être un ours qui mange du poisson à La forme ultime de transition. La forme, exactement. L'idéal transmasque. F2M2B. L'épreuve Bear, c'est de toute façon quelque chose que j'aimerais atteindre à un moment donné. Donc écoutez, on va trouver une solution. Mais tout ça pour dire que, donc, effectivement, bon, j'ai vu des ours en Finlande, c'était super. J'ai vu plein de trucs géniaux. J'ai vu beaucoup de lacs, je me suis baigné dans plein de lacs. J'ai été donc jusqu'au cercle polaire arctique. Quand j'avais été en Norvège, donc il y a 5 ans, j'avais vu des aurores boréales. C'était exceptionnel. J'ai vu le bout du monde à Tromsø avec l'océan glacial derrière. Et en Finlande, j'ai vu des choses qui me faisaient rêver depuis des années. Donc, les plages de sable noir, les cascades, les glaciers, le volcan, enfin les volcans, les énormes blocs de pierre qui ont été éjectés pendant les éruptions volcaniques et qui se trouvent juste là au milieu d'un champ et qui font globalement la taille d'un bus. Enfin voilà quoi, des petits trucs comme ça. Tu as rapporté des cailloux? J'étais sûr. J'allais dire, je pense que les gros cailloux me feraient vibrer Mika et Po. J'ai ramené quelques cailloux d'Islande et j'ai surtout ramené un échantillon de sable noir qui est excessivement doux, qui est conservé dans un petit truc de poivre que j'avais emmené avec moi et dans lequel j'ai mis du sable pour repartir. Parce que quand j'y étais, j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent, donc en souvenir, je me suis acheté une paire de chaussettes. Voilà, et j'ai ramené du sable et des cailloux dans ma valise. Donc tu as mis du sable noir dans un contenant qui est normalement
destiné à du poivre, est-ce que Oui. tu attends que les gens qui te visitent mangent du sable? Non, parce que le sable est à l'abri dans ma bibliothèque et n'est nullement entreposé à l'endroit où se trouvent les condiments. Donc normalement, on devrait s'en sortir sans que personne ne mange le sable. Très bien. Voilà, par sécurité. C'est très drôle parce que je suis allée en Islande et j'avais ramené du salpêtre, donc qui a une couleur blanchâtre, qui fait une poudre blanche comme ça. Entre autres choses que j'ai ramené de là-bas, mais j'avais ramené du salpêtre. J'avais mis ça dans un tube à essai parce que j'ai toujours des petits tubes en plastique dans mon sac. Et au moment d'arriver à l'aéroport, c'était dans mon sac. Et je me suis dit, mais tu te fais fouiller avec ça, tu vas te faire mettre sur les côtés. Et non, pas du tout. Je suis passée avec mon petit tube de poudre blanche en cabine. Personne ne m'a arrêté avec. Voilà. Mika qui cherche la fouille au corps absolument et ça ne vient pas. C'est terrible. Quand même. Ok, bah écoutez, Mais normalement, je suis pas désespérée à ce point. Normalement, je vais avoir la chance de retourner en Islande la fin octobre. Mhm. Du coup, je verrai pour ramener du salpêtre et le mettre dans un tube de sel pour aller avec mon poivre. Et comme ça, C'est une super belle idée. La je ferai collection la panne complète. exactement. C'est aller Et chercher loin quand même pour faire des pranks aux invités. Hein, c'est- Et peut-être même que, parce que donc il y a un cratère d'un ancien volcan qui pour le coup est éteint depuis très très longtemps, au cœur duquel il y a de la glace perpétuelle. Mhm. Et en fait tout autour du cratère de ce volcan, c'est de la terre rouge qui y est. Et du coup peut-être que je peux même ramener un pot de paprika, un truc comme ça, et puis me faire un petit pot de terre rouge pour aller vraiment avoir la totale quoi. Ouais. Pour transporter le salpêtre, ce que je peux proposer, parce que les tubes à essai ça casse, mais Mhm. si tu utilises des préservatifs, tu peux les remplir, les nouer, et ça fera pas du tout louche dans ta valise. Bah oui, c'est vraiment le bon plan. Merci Jenna pour. Voire même, tu les avales, t'en avales une dizaine. J'osais pas aller jusque-là, mais Non, qu'est-ce que je disais? Ça fait déjà 7 minutes qu'on est sur ton sujet Bien et sûr. je crois qu'on n'a même pas abordé le titre. Non, on n'a pas abordé le Et sujet. nous sommes désolés, tu es entouré de trolls. Et bah, Ça tombe bien. ça, Et c'est oui, une je perte. sais. Ça, c'est une belle perte. Merci. Euh, donc, je disais que j'aimais beaucoup tout ce qui était les petits mythes et légendes de ces pays. Pas forcément du coup. Enfin, j'aime bien la mythologie aussi, mais je m'intéresse moins à toutes les mythologies autour des dieux nordiques, par exemple Thor, Odin, compagnie. Bon, c'est hyper chouette et j'adore me renseigner là-dessus. Mais ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est tous les folklores qui peuvent exister et notamment autour de l'existence des folks en Islande et Le petit peuple. le petit peuple tout à fait. Et le petit peuple en Islande, ce sont donc des créatures qui sont censées habiter un peu partout sur l'île, à l'intérieur de la roche, sous les cascades, voilà, ce genre de choses-là qui sont en fait cachées à la vue des humains. Pour certaines, ce sont des créatures tout à fait sympathiques qui vaquent à leurs occupations loin de l'œil des humains. Et pour d'autres, ce sont des créatures un peu plus malicieuses, parfois même maléfiques, et que l'on utilise pour faire peur aux enfants, en leur disant que s'ils ne finissent pas leur soupe ou que s'ils rentrent après le couvre-feu, eh bien attention, si tu sors la nuit, il y a tel ou tel petit gnome, petit troll qui peut venir te ramasser sur le bord de la route. Au Voilà. moment où Charlie dit ça, une lumière s'allume derrière lui. Oui, c'était un peu scary, quoi. C'est un peu... Ça va? Tu es Oui, toujours ça va. seul dans la pièce? Je suis seul dans la pièce a priori. Oui. Mais par contre, je ne suis pas seul dans mon appartement. Je vis avec quelqu'un quand même. Donc ça explique, c'est pas. Tout va bien ici. T'as ramené quoi exactement de ton voyage? Écoutez, ça fait 5 ans et je n'ai jamais eu de problème. Donc, tout se passe bien. Ce qu'il ne faut pas ramener de son voyage en Islande, par exemple, c'est de la mousse. Il faut éviter de ramener de la mousse, tout comme il faut éviter de marcher sur les surfaces moussues.
quand vous visitez des sites en Islande, ce qui peut être un petit peu délicat, puisqu'il y a de la mousse partout, hein, voilà, notamment quand on s'approche des cascades et que vous voulez monter un peu sur le dessus pour les voir d'en haut. Mais en fait, il y a des chemins qui sont extrêmement balisés. Et donc pour des raisons écologiques, bien évidemment, d'emprunter une route et puis qui est changée de temps en temps pour ne pas causer trop d'érosion, mais aussi pour ne pas abîmer donc toute la flore qui se situe autour, mais aussi pour des raisons de superstition, puisqu'il est dit que les rochers qui sont moussus en Islande sont des rochers qui abritent des habitants et habitantes du petit peuple. Et que du coup, on ne marche pas sur la maison d'autrui, c'est quand même pas très poli, quoi. Du coup, voilà, il y a vraiment une cohabitation qui existe entre l'écologie et entre ces mythes-là, et qui se nourrissent un peu mutuellement. Voilà. Et moi, j'ai donc un des plus beaux endroits que j'ai visité sur Terre, je pense. Ce sont donc les plages de Vik, qui sont des plages de sable noir qui se situent au sud-ouest de l'Islande. Et en fait, quand on est sur les plages de Vik, donc c'est là qu'a été tournée une partie de Game of Thrones, les parties où Daenerys va à Père-Dragon, et où on voit Daenerys et Jon Snow qui sont dans une grotte avec des énormes blocs de pierre noire. Ça a été tourné sur cette plage-là. Et beaucoup plus loin, à quelques mètres du rivage, quelques dizaines de mètres du rivage, on peut voir 3 pics dressés dans l'eau, 3 énormes pics noirs au bord de cette plage. Et donc le mythe, la légende raconte que en fait ces 3 blocs, ce sont en fait des trolls ou des géants, ça dépend des traductions. Parfois c'est même des sorcières, donc voilà. Mais globalement des grandes créatures qui habituellement vivaient sur Terre, mais qui parfois profitaient du passage au loin d'un navire, eh bien pour aller chercher à manger. En la personne des marins, hein, voilà. Et du coup, eh bien, attraper les navires qui passaient trop proche du rivage. Et donc, ces 3 trolls se seraient aventurés dans l'eau sur leurs très longues jambes pour aller attraper un navire peu prudent. Et en fait, eh bien, c'était à l'aube. Et lorsque le soleil s'est levé, eh bien, lorsque le soleil se lève, il transforme les trolls en pierre de manière bien connue. Et pour les personnes qui lisent ou qui connaissent un petit peu l'œuvre de Tolkien, ça a été repris pour les trolls dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, qui là aussi sont transformés en pierre dès les premiers rayons du soleil. Donc voilà, les 3 blocs de pierre à Vik, ce sont 3 trolls qui ont voulu manger du marin et qui se sont retrouvés piégés par le lever du soleil de manière irréversible et dont le corps est maintenant métamorphosés. Ils sont méconnaissables puisqu'ils ont été battus ensuite par les vagues pendant des centaines d'années, et donc l'érosion a fait qu'ils sont aujourd'hui méconnaissables. C'est bien pratique. C'est bien pratique. Et après, il y a toute une mythologie marine autour de l'Islande, puisque l'Islande est une île. Voilà. Et donc, j'ai dans ma chambre, que vous ne voyez pas derrière moi, une carte. De toute façon, ça n'aiderait pas beaucoup les gens qui écoutent de la voir. C'est bien pratique. La copie d'une carte de l'Islande au XVIe siècle, en 1592, je crois, de mémoire. Et en fait, tout autour de l'île, on peut voir dans l'eau dessiner des monstres marins. Des trucs assez effrayants, qui globalement devaient être des baleines, qu'ils voyaient passer au loin, mais dont en fait, ils voyaient peut-être qu'une nageoire caudale, ou alors que la queue qui sortait. Et du coup, des formes immenses comme ça, qui mesurent 20-30 mètres, qui passent au large, c'est juste inquiétant quand tu ne connais pas la mer. Et donc il y a toute une mythologie avec les monstres marins qui habitaient cet océan, et dont le kelpie. Et donc le kelpie se retrouve dans plusieurs mythologies nordiques, puisque c'est la représentation du dieu
des mers et des océans dans la mythologie nordique, qui est un cheval avec une queue, globalement. Donc, ce que devrait être un hippocampe, et c'est un peu décevant que les hippocampes ne ressemblent pas vraiment à ça. En même temps, si je me souviens bien du caractère des Kelpies, l'hippocampe, il devient un peu plus effrayant, là. Effrayant, ouais. Bah oui, le Kelpie est terrifiant. Le Kelpie est un dieu agité, qui provoque les vagues, qui coule des bateaux, voilà, ce genre de petite joyeuseté. Mais d'ailleurs, dans La Reine des Neiges 2, si Que vous j'ai pas l'avez vu. Ah, je peux faire un micro-spoiler, j'ai le droit? Ouais, vas-y. Bon, dans La Reine des Neiges 2, l'esprit de l'eau est un cheval. Et si tu connais pas vraiment les mythologies nordiques, ça n'a pas trop de sens d'avoir un cheval dans l'eau, finalement. Alors que bah là, du coup, c'est pas un kelpie, c'est vraiment un cheval entier. En fait, j'ai vu la bande-annonce et je me souviens de voir une grosse vague et on voit des formes de chevaux dans l'eau. C'est ça. Et bah, Et je me suis dit que c'était une jolie référence à ce qu'on dit de la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et je crois pas que ce soit une référence au Mont-Saint-Michel, je pense. non, je sais, pardon. Par contre, non, je pense que c'est plutôt une référence à ton sujet suivant. Je pense que c'est une référence à tous les contes, les légendes qui parlent de ce cheval marin et de sa fougue et voilà, de tout ce qu'il a pu créer dans les océans. Et pour vous dire, pour terminer sur mon sujet, moi qui adore l'eau et qui suis globalement plus à l'aise dans l'eau que sur terre, eh bien j'ai un kelpie tatoué sur la cuisse, qui est une reproduction quasi exacte du kelpie qui se trouve sur la carte de l'Islande que vous ne voyez pas. Voilà. Charlie, on voit pas ta cuisse non plus. Non, je vous enverrai des photos, on se débrouillera. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Et si ma mémoire est bonne, dans le Seigneur des Anneaux, la version film de Peter Jackson, le moment où il y a une Arwen qui fait tomber l'eau d'une rivière sur les Nazgûl à cheval. Il me semble qu'on voit des formes de chevaux aussi dans l'eau. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je pense que Tolkien était très au fait de ces mythologies-là aussi. Oui, il connaissait deux, trois trucs. Ouais. Il y a une continuité aussi, je suppose, entre les mythologies nordiques et la mythologie en fait des îles britanniques. Il y a des choses dans ce que tu disais, Charlie, le fait que par exemple il ne faut pas marcher à certains endroits parce que sinon ça dérange le petit peuple. En Angleterre, en Écosse, en Irlande, il y a des collines qui sont supposées être la résidence des fairies ou bien même leur cimetière. Et il faut non seulement respecter ces endroits-là, mais en prendre soin, les nettoyer, faire en sorte qu'on cultive pas à ces endroits, qu'on fasse pas de trous, etc., pour pas déranger le petit peuple. Il me semble, je pense que ça peut faire l'objet d'un prochain sujet, mais les Vikings ne faisaient pas que des raids et qu'il y a une partie de la population d'un point de vue génétique du nord de l'Angleterre et de l'Écosse qui en fait vient des pays nordiques parce que ils faisaient les raids pour s'installer en fait, et qu'il y a une majorité, une bonne partie de la population en tout cas, pour pas s'avancer sur des chiffres. Saviez-vous que la maladie de Dupuytren, c'est ça le terme, est apparemment la répartition de la maladie du Dupuytren correspond en fait justement aux raids vikings, et que donc la plupart des gens qui ont cette maladie, on peut tracer leurs ancêtres jusqu'à un moment donné où probablement il y a un viking qui est passé par là, et voilà. Et donc ma famille a du sang viking et une maladie pas cool de plus. Super. Merci l'héritage. Quand tu parlais de séries et du Seigneur des Anneaux, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à Hilda
la série animée qu'on voit sur Netflix, où tu as aussi donc les trolls de pierre. Alors évidemment, c'est très très inspiré, hein. Il y a énormément de choses dans Hilda qui puisent dans les mythologies nordiques, et notamment donc les trolls. Enfin, on le voit, la nuit les trolls sont actifs, le jour ils sont transformés en cailloux. C'est un petit peu le même principe. Et toujours dans l'idée des séries, mais là plutôt sur les lieux de tournage. Euh, on a également Sense8, dont une partie Oui. des épisodes ont été tournés en Islande, et où enfin, une partie de l'action se passe en Islande. Hmm. Et Ouais, c'était d'ailleurs, il y a, génial parce il y a que, une partie où Riley va dans les grottes de la plage de Vic. oui, 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 tout à fait. Et il y a aussi des plans à un moment sur en fait, une usine, enfin une centrale géothermique. Et moi, ça m'avait fait trop bizarre parce que je l'ai vue, cette centrale géothermique. Je me dis, ah, mais j'étais là-bas, en fait. Est-ce que quand tu as dit que c'était le sud-ouest de l'île, c'est pas loin du volcan qui avait été né, enfin qui était ressorti plutôt pendant les confinements en 2020? Alors, je sais que c'est pas loin du volcan qui avait fait la grosse explosion là en 2012 ou un truc comme ça. D'accord, bon, Le aussi. Eyjafjallajökull. Eh oui, Waouh. on bosse la prononciation. Oui, mais personne pour te contredire de toute façon. Je l'avais bossé sur place. Bravo. Et, c'est une zone où il y en a assez régulièrement qui sont en activité. Donc après, je ne sais pas te dire, j'ai pas l'historique des volcans en tête. D'accord. Ouais, c'est un volcan qui nous avait beaucoup touchés parce que on était en confinement et qu'on avait trouvé qu'il y avait des vidéos qui étaient uploadées tous les jours sur YouTube par une petite chaîne d'infos islandaise. Et de vivre ça à distance alors qu'on n'a toujours pas mis les pieds en Islande ensemble, alors qu'on a très envie de le faire. C'était un moyen de visiter des choses qu'on aurait très envie de voir en vrai. Voilà. Un jour. Merci pour ce joli plantage de décor et qui donne encore plus envie d'aller visiter l'Islande. Et j'enchaîne. Tout à Bah, fait. carrément. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un... Et je voudrais commencer une nouvelle série de sujets. Et alors là, je m'avance complètement parce que ça va être un premier, on va voir comment ça fonctionne. Et puis voilà. Mais j'ai comme ça une série de personnes, personnages, personnalités réelles ou de fiction du passé que j'aimerais aborder en déclarant d'autorité que ce sont des personnes trans. Puisqu'on a beaucoup plaisanté sur le fait que je pouvais détecter les personnes trans avant ou après éclosion, et que parfois je le déclarais et que ça le devenait. J'ai décidé d'utiliser mon pouvoir pour le bien. Et j'ai pas encore de titre pour cette série, mais je savais qu'à la fin du titre, il y aurait quelque chose comme « Fight Me ». Donc, je voudrais commencer cette série avec Hans Christian Andersen, qui est un auteur danois. Alors, je vais reprendre mes notes parce que tout n'est pas de mémoire et je vais essayer d'éviter de juste vous lire une page Wikipédia. Donc, en ce qui concerne les dates et les noms de ses parents, etc., je vais vous laisser aller voir vous-même et on mettra un lien dans les notes de l'épisode. Moi, je voudrais me concentrer sur les choses qui me font dire que peut-être que cette personne était une sœur trans. Et la première, c'est qu'une très grande partie des contes de fées d'Andersen sont présentés comme des histoires d'amour du point de vue d'une femme hétéro. L'exemple le plus connu dans les œuvres d'Andersen, c'est La Petite Sirène. Et finalement, c'est rare les œuvres qui sont écrites du point de vue d'une femme, écrites par un homme, et avec un peu de sensibilité. Et la première personne. Je pense que, voilà, comme ça, j'en trouve pas d'autres, mais ça m'arrange bien de ne pas en trouver d'autres.
Mais donc si vous en avez d'autres là spontanément, regardez Ma Bovary, c'est à la 3e personne et c'est pas exactement Fun. subtil. Voilà. Voilà. Voilà, ces histoires sont si vives qu'il est très tentant de penser que Anderson s'est imaginé comme la protagoniste lors de l'écriture. D'abord parce qu'il a fallu, au moins à un moment donné, parce qu'elle l'a écrit à la première personne. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces phrases-là étaient dans sa tête. Donc son œuvre la plus célèbre, La Petite Sirène, ce qui lui a valu d'avoir au moins une statue d'elle dans la baie de Copenhague, qui la représente sur un rocher dans l'eau. Et vous avez constaté, j'ai décidé de parler d'elle au féminin maintenant, ce qui est un exercice compliqué parce que les sources sur Anderson ne sont pas exactement coopératives à ce sujet. Donc la petite sirène, c'est assez clairement la métaphore d'une femme trans qui passe par une transition de genre et trouve le véritable amour. C'est-à-dire que c'est donc une sirène qui échange sa voix et ses jambes, sa voix et sa queue pour avoir des jambes, pour ressembler à une femme comme les autres, pour pouvoir être avec un homme normal, avec des gros guillemets. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans un podcast trans il y a très longtemps, au moment où le podcast Totally Trans est sorti. C'est un podcast américain qui est animé par une femme trans et un homme trans et qui décortique des tropes sous un angle trans et plus particulièrement dans la première saison de ce podcast des films Disney. Et La Petite Sirène s'y prête particulièrement bien quand même. Donc je vais vous renvoyer vers ce podcast pour rentrer dans le détail de à quel point c'est facile d'y voir une œuvre trans. C'est aussi quelque chose d'assez... C'était quelque chose d'assez commun il y a quelques années et j'ai l'impression que c'est plus commun maintenant de voir des meufs trans avec des blagues et de la monster qu'avec des queues de sirènes dans la piscine. Mais il y a eu une époque pas si lointaine où il y avait beaucoup de femmes trans qui s'identifiaient à des sirènes. Alors d'abord, parce que c'est une blague très facile, mais c'est une meuf avec une queue. Mais aussi parce que c'est une meuf qui n'est pas à l'aise avec le bas de son corps. Et ou qui demande à ce qu'on n'utilise pas le bas de son corps pour avoir des activités intimes avec quelqu'un, par exemple. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la biographie de Jazz, par exemple, qui est une meuf trans qui a été très célèbre aux États-Unis, qui a fait de la télé-réalité, etc. Et quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'ai pas de raison de plus l'aimer, c'est juste je sais pas ce qu'elle devient. Voilà. Et La Petite Sirène, c'est pas la seule œuvre d'Anderson. Elle a fait aussi d'autres contes. Et alors, il y a par exemple La Bergère et le... Je sais pas si vous avez vu ce court-métrage de Pixar. Et c'est des personnages qu'on retrouve dans Toy Story, qui est La Bergère et le petit soldat. Un soldat de plomb, Casse-Noisette. Je crois que ça vient de lui. La petite marchande d'allumettes, ça vient d'Anderson aussi. Voilà, donc plutôt des histoires tristes. C'est plutôt des histoires où la protagoniste ne survit pas à l'histoire. Et La Petite Sirène de Disney, c'est une modification par rapport au conte original. D'arriver à trouver une fin heureuse dans ce texte qui devait être libre de droit, je suppose, comme la plupart des Disney. Et je voudrais vous citer des lettres, donc des choses que Anderson a écrites à la première personne pour des personnes dont elle était amoureuse. Et donc on ne peut pas se cacher derrière la fiction pour se dire c'est de la fiction et puis voilà. Un de ses amoureux s'appelait
amoureux potentiel, en fait, s'appelait Edward Collins. Et c'est quelqu'un dont il était amoureux et c'était pas réciproque. Pardon, non. Andersen n'était pas amoureux. Pardon, Andersen était amoureuse et Edward n'était pas amoureux. Je me perds avec les pronoms, je suis désolée. Et Andersen lui a écrit « Je languis de toi comme d'une jolie calabraise. Mes sentiments pour toi sont ceux d'une femme. La féminité de ma nature et notre amitié doivent rester un mystère. » Je dirais que c'est difficile d'être beaucoup plus explicite. Il y a un siècle, quand des termes comme transidentité, transgenre ou transsexuel n'avaient pas été inventés et se cachaient derrière le fait que oui, il était peut-être bisexuel parce que bon, il se trouve qu'il a dû se marier comme tout le monde et que par ailleurs ses histoires avec des hommes n'ont pas été particulièrement heureuses. C'est vraiment essayer d'oublier qu'il a écrit des choses qui étaient extrêmement explicites sur sa nature féminine, sur son esprit féminin, disons. La petite sirène a été écrite quand Edward Collins a décidé de se marier. Et Andersen s'est présenté dans une de ses lettres comme l'étranger sexuel qui a perdu son prince au profit d'un autre. Et ça, c'est vraiment pour enfoncer le clou dans le fait que oui, la petite sirène, c'était Andersen. C'est pas juste extérieur à lui. C'est extérieur. C'était bien son personnage qui était dans le conte. Dans le fait qu'il était... Oh, je suis désolée. Dans le fait que c'était une meuf trans hétéro. Spécifiquement, Andersen a été aussi très intéressé par Charles Alexandre, le jeune duc héritier de Saxe-Weimar-Eisenach, avec qui elle a eu une jolie relation, qui, elle, semblait réciproque, c'est-à-dire que la cour lui était ouverte. Et dans ce qu'a écrit Andersen, on trouve « J'aime bien le jeune duc, c'est le premier de tous les princes que je trouve vraiment attirant. » Et c'est vrai qu'il était beau, je vous laisse aller voir son portrait, jeune, il était vraiment mignon. Et on trouve des extraits de contemporains qui décrivent leur relation vraiment comme une relation, alors intime, comme ce qui pouvait être montrable publiquement, c'est-à-dire qu'ils étaient tout le temps ensemble, mais ce qui peut être complété par les lettres et le journal d'Andersen. Je vais citer Andersen encore. « Le grand-duc a marché bras dessus, bras dessous à travers la cour du château, jusqu'à ma chambre, m'a embrassé avec amour, m'a demandé de toujours l'aimer comme s'il n'était qu'une personne ordinaire, m'a demandé de rester avec lui cet hiver. Je me suis endormie avec le sentiment mélancolique et heureux d'être l'invité de cet étrange prince dans son château et aimé par lui. C'est comme un conte de fées. » Je sais pas ce qu'il vous faut. Et je vais compléter avec un danseur danois qui s'appelle Harald Scharf, dont il était par qui il était très intéressé aussi, mais il y avait en plus une sacrée différence d'âge. Et c'est à ce moment-là que Andersen a publié un conte qui parle d'un bonhomme de neige qui tombe amoureux d'un poêle à bois. Et voilà, et qui finit en flaque à côté du poêle, et donc chose qu'on retrouve un petit peu des bribes dans La Reine des Neiges. Et Scharf a eu plusieurs dîners seul avec Andersen, et son cadeau d'une brosse à dents en argent à Andersen pour son 57e anniversaire a marqué leur relation quand même. Donc c'était pas froid, c'était pas tout ce que Andersen voulait, mais bon, ils se sont vus quand même. Et parce qu'on me dit de me dépêcher et que voilà, mais j'aime beaucoup ce sujet. Et il y a Andersen a été marqué toute sa vie par une femme
quand elle était jeune. J'ai pas le détail de jeune, on parle d'une lettre d'enfance, mais voilà. Et les lettres qu'elles ont échangées, Anderson les portait encore dans une petite poche autour de son cou, sur son lit de mort. Et voilà, c'est quelqu'un pour qui l'écrit était important et les lettres avaient une signification. C'était pas juste... c'était pas quelqu'un qui écrivait de la fiction. C'est quelqu'un pour qui l'écriture était importante pour elle aussi. Donc voilà. Hans Christian Andersen, nom de naissance, est trans. Fight me. Ouf. J'ai envie de te croire. J'ai envie de te croire et en même temps, je pense que tu vas m'entendre grogner genre sur l'enregistrement quand tu vas écouter ma piste. Parce D'accord. que vraiment tu disais des trucs et j'étais en mode mais elle devait être si malheureuse. Oui. Genre, c'est vraiment ce qu'on ressent de ces biographies, ouais. Ouais. Que ce soit des bios qui acceptent le fait qu'elle ait eu des relations avec des hommes ou pas, c'était pas quelqu'un qui est mort joyeuse. Ouais. Et la petite partie que tu as lue avec le prince est hyper... fait vraiment plaisir, mais du coup, d'imaginer toutes les contraintes autour, c'est toujours des sujets que je trouve vraiment difficiles parce que c'est dur de pas rentrer en empathie, Ouais. de pas être en mode ça devait être vraiment nul quoi. Pour finir sur le sujet, il me revient que Lego a publié un set commémoratif pour Andersen il y a quelques années, qui était un joli petit set qui représente un livre ouvert avec d'un côté des pages d'écriture et puis de l'autre un lac. Et il est représenté malheureusement avec un chapeau haute forme sur un banc à côté d'un lampadaire. Et je trouve que le petit livre en Lego et la partie aquatique rend facile de remplacer son personnage par une sirène pour la représenter à côté de la petite briquet imprimée Hans Christian Andersen. Et voilà. Ça marche. Image de bonhomme de neige amoureux d'un poil qui finit en flaque me touche beaucoup en fait parce que ça me fait vraiment penser à une réaction que j'ai pu avoir il y a quelques années quand j'ai eu un crush absolument gigantesque. C'est la première fois que je retombais amoureuse alors que j'étais en couple, hein, j'étais avec la personne qui est mon ex-compagne aujourd'hui. Donc c'est une relation amoureuse que je n'ai pas vécue du tout. Hein. Je n'en ai même jamais avisé la personne. Et cette image de la flaque, c'était littéralement l'image que j'ai employée plusieurs fois quand je parlais de ce que j'ai pu vivre à un moment dans des échanges avec cette personne. J'ai eu un crush pendant plus d'1 an et demi. Et littéralement, à chaque fois que j'avais l'occasion de passer un peu de temps avec cette personne-là, j'avais l'impression de me transformer en flaque, de fondre complètement, parce qu'elle était très, très solaire, très lumineuse, et qu'en plus, je savais très bien que, en fait, c'était absolument impossible. Donc ça résonne terriblement, parce que dans l'idée de l'amour impossible et de la dynamique de relations impossibles, voilà, c'est un truc qui me parle très personnellement. Ouais. La flaque, pour moi, parle aussi, et de manière très visuelle, parce qu'il y a un effet spécial qui est très très beau, très bien fait dans Amélie Poulain. À un moment donné où elle voit quelqu'un, et je me souviens plus du contexte. Ce que je me souviens, c'est qu'elle penche un peu la tête, et on sent qu'elle a les yeux qui sont éventuellement prêts à pleurer. Mais en fait, c'est elle qui tombe comme une flaque par terre, comme si on avait jeté un seau d'eau. Et pour l'époque, les effets spéciaux, quoi. Enfin, c'est très beau. J'en ai un très bon souvenir, en tout cas. Peut-être il faut le revoir en 4K. Ouais. Et du Voilà coup, ça. vas-y, Lydia.
Ah oui, effectivement, puisque tu parlais de sirènes et de bateaux, eh bien on va partir, mais alors pas sur un bateau cette fois-ci, sur un vaisseau spatial pour le coup. Dans une Puisque, galaxie lointaine. J'allais ouais, dire vraiment, exactement. je vois pas comment tu peux faire une transition avec les sujets précédents, mais débrouille-toi et tu fais très bien. Ouais, bravo. Voilà, tu vois. Et donc, je vais parler de quelque chose qui est clairement un intérêt spécifique à me concernant. Enfin, on va pas se mentir, puisque je vais parler de Star Trek et je vais parler précisément d'un personnage dans Star Trek. Donc voilà, on va parler pendant une dizaine de minutes d'espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre podcast. Ta mission, explorer de nouveaux genres étranges, découvrir de nouvelles vies queer et au mépris des réacs, transitionner vers l'inconnu. Euh, je voulais vous parler d'un personnage qui s'appelle Jadzia Dax, qui apparaît dans la série Star Trek Deep Space Nine, qui est une série qui va être diffusée dans les années 90, donc entre 93 et 99, et qui globalement est dans la deuxième époque de Star Trek, c'est-à-dire à la fin des années 80, il y a la nouvelle génération qui va être diffusée, et Deep Space Nine en fait se passe dans la même temporalité et est produite aussi un petit peu dans le même mouvement parce que ça y est, il y a une sorte de Star Trek revival à ce moment-là. Sinon, il faut remonter 30 ans avant la période dont je parle pour avoir les premiers épisodes. Et Deep Space Nine, c'est une série que j'adore. C'est une série justement qui amène énormément d'éléments de réflexion sur l'univers de Star Trek, sur les relations entre les espèces, euh, sur le fait aussi qu'on nous présente certaines espèces de manière beaucoup moins caricaturale qu'on a pu nous les présenter dans les séries précédentes. C'est-à-dire que là, on les voit et on affine un petit peu et on apprend à mieux connaître des personnes qui étaient présentées souvent, enfin des espèces qui étaient présentées comme des antagonistes. Et pour le coup, dans Deep Space Nine, donc il y a, pour donner un contexte général, hein, l'action ne se passe pas à bord d'un vaisseau, mais à bord d'une station spatiale qui s'appelle Deep Space Nine, donc d'où le nom. C'est une station qui est en orbite autour d'une planète qui s'appelle Bajor, qui vient d'être libérée récemment d'une occupation et qui est placée sous la protection de la Fédération des Planètes Unies dans, euh, qu'on retrouve dans Star Trek. Et du coup, Bajor a ce site particulier qu'elle se situe à côté d'un trou de verre, d'un wormhole qui va permettre d'aller vers un secteur complètement nouveau, complètement inconnu de l'univers. Et c'est ça qui va alimenter beaucoup les intrigues de la série. Et à bord de cette station, donc dès le premier épisode, on voit apparaître, outre le capitaine, ou plutôt le commandant Cisco, on voit apparaître un personnage féminin qui s'appelle Jadzia Dax, qui, donc, pour revenir à ce que disait Jenna au début, qui porte les petites taches noires que je porte là sur mon front et sur mes épaules. C'est ce qui marque qu'elle appartient à une espèce qu'on appelle les trilles. Et les trilles sont très très intéressants parce que ça n'est pas une espèce, mais deux espèces vivantes qui vivent en symbiose. Donc il y a des humanoïdes, et puis il y a un symbionte qui est une espèce de gros ver que seulement certains trilles, certains autres pourront recevoir. Donc tout le monde n'a pas la chance de recevoir un symbiote. Il faut passer par un processus de sélection assez compliqué. Et donc Jadzia fait partie des personnes qui ont reçu un symbionte. Et la particularité de ce symbionte, très intéressant, c'est qu'en fait, il a une très très longue espérance de vie et il passe en fait à plusieurs hôtes. Ce qui fait que au moment où il est attaché à un nouvel hôte, il vient avec la mémoire, avec les souvenirs, avec la vie finalement des hôtes précédents. Et donc on a une allégorie de la réincarnation ici évidemment. Et on a vraiment au moment où une personne, un nouvel hôte reçoit le symbionte, bah, il y a vraiment
tout le savoir-faire, les connaissances, les langues, etc., qui sont conservées. Donc il y a cette idée de finalement des trilles qui vont traverser des siècles en accumulant des connaissances. Et donc les symbiontes sont extrêmement précieux, c'est pour ça qu'on ne les transfère pas à n'importe qui. Ils sont très précieux parce qu'ils accumulent vraiment énormément de connaissances. Jadzia Dax, donc c'est quand elle arrive dans la série, elle l'a reçu depuis peu de temps, le symbionte, donc qui s'appelle Dax. C'est pour ça qu'elle s'appelle Jadzia. Jadzia, c'est le prénom de l'hôte. Et Dax, c'est l'appellation du symbionte. Et donc, il y a eu d'autres Dax par le passé, notamment Micheline. L'hôte précédent s'appelait Curzon. Et Curzon est un personnage qui est cité très tôt dans la série parce qu'en fait, c'était le mentor et l'ami du commandant de la station. Ce qui fait que lorsque Jadzia arrive, donc Jadzia est une femme, le commandant Sisko l'accueille et lui dit « Ah bah, salut vieille branche ». En VO, il va lui dire « Old man ». Et en fait, Curzon était un homme. C'est en plus, quand on lit la description de Curzon, c'est le type qui avait une nouvelle conquête toutes les semaines, qui avait des relations amoureuses multiples un peu partout, qui aimait bien faire la fête, qui aimait bien profiter de la vie. C'était vraiment un épicurien. Et donc, cette femme qui arrive, Jadzia, Sisko, lui, l'aperçoit comme son mentor, comme son ami qu'il a connu avant. Et certes, il y a les souvenirs, il y a un certain nombre de choses qui restent de Curzon, mais Jadzia, c'est Jadzia. Et donc, c'est très drôle parce que sur le cours de la série, il y a souvent justement cette idée des identités antérieures qui reviennent, avec Jadzia qui va être, par exemple, rattrapée à un moment par quelque chose qu'a fait Curzon et qui lui vaut un procès avec une possible condamnation à mort. Et elle va prendre le parti plutôt que de divulguer une information qui pourrait la sortir d'affaire, elle va ne pas la divulguer parce que ça mettrait dans l'embarras une ancienne conquête amoureuse de Curzon, mais aussi ça pourrait entacher l'honneur de l'hôte précédent et des relations très compliquées avec le passé. Il y a un autre épisode qui du coup a amené pas mal d'images qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux et notamment sur les réseaux trans. Donc c'est un épisode où Jadzia va retrouver un de ses anciens amis qui est Klingon. Et ce Klingon en question, lui, quand il retrouve Jadzia, il la salue en l'appelant Curzon. Kur, do you remember Curzon Dax? Curzon? Oh, my dear friend, Curzon. I lift my goptu to Curzon Dax. And I, who was Curzon Dax, lift my goptu to you. Scorcher burn on your 14th rib. And your left Kevon aches every time your ship hits warbait. My Curzon? After 81 years, I find you a Kiamo-looking woman. Kiss me. How about just a great big hug? Oh, Curzon, my beloved old friend. I'm Jadzia now. Well, Jadzia, my beloved old friend. Dans cet extrait, on entend donc Kor, qui est un Klingon, qui prend Jadzia dans ses bras et qui dit « Ah, Curzon, mon vieil ami ». Et Jadzia lui dit « Bah non, c'est Jadzia maintenant ». Et donc, il rétorque aussitôt « Ah, Jadzia, ma vieille amie ». Et ça a été une image qu'on voit beaucoup tourner sur finalement l'acceptation d'une personne trans dans de la plus belle manière qu'on puisse le faire, c'est de dire ok, tu as changé de prénom, tu as changé de pronom, tu as changé d'apparence,
mais en fait, pour moi, tu restes mon ou ma vieille amie, peu importe, quoi. Tu es cette personne très importante et, et je reconnais cette importance en accueillant à bras ouverts ta nouvelle identité. Voilà. Donc je ne parle évidemment pas de Jadzia de manière tout à fait aléatoire ici. C'est pas juste parce que je suis fan de Star Trek, c'est parce que c'est aussi une énorme allégorie trans qui est. En plus, elle est magnifique. Je vous invite à voir cet extrait et à voir des photos de Jadzia Dax. Voilà, l'actrice Terry Farrell est superbe. J'en profite pour faire un petit coup à Ambre qui se reconnaîtra et qui est très fan. Pour revenir à Jadzia, elle va aussi avoir un rôle dans un épisode assez important culturellement par rapport à l'histoire de la télévision américaine, parce que dans un épisode qui s'appelle Rejoined, l'histoire qui va être annoncée, c'est qu'elle retrouve en fait une personne dont son symbionte, enfin du moins, dont l'hôte précédent de son symbionte a été un partenaire amoureux. Et le truc, c'est que chez les Trills, il n'y a pas de question de voilà, l'homosexualité n'est pas présentée comme un souci en soi. En revanche, il est formellement interdit et tout à fait tabou de renouer une relation amoureuse avec un partenaire d'une ancienne vie. Ça, c'est un énorme tabou dans la société Trill. Et ça va être utilisé. Donc en fait, l'autre personne est aussi une femme. Ça va être utilisé dans cet épisode pour ramener une romance entre deux femmes. Je dis utiliser, mais vraiment la volonté des scénaristes, c'était de mettre en scène un amour interdit, pas nécessairement une relation lesbienne, mais un amour qui ne pouvait pas avoir lieu et qui pourtant, la relation va quand même clairement se réchauffer au cours de cet épisode. Et donc, on est en 1995 quand l'épisode est diffusé. On voit, alors c'est pas la première fois de l'histoire de la télévision américaine, mais c'est la 5e fois, donc c'est pas un truc qu'on a beaucoup vu. On voit un baiser lesbien à l'écran. Et c'est encore à l'époque où on peut les compter, quoi. Oui, alors on peut clairement les compter. Et alors en plus, voilà, les deux actrices jouent cette scène magnifiquement bien, donc la scène est vraiment très belle. Et puis là, toute la romance autour et le côté, on peut pas vivre cette romance. Il faut qu'on s'en empêche, il faut pas qu'on se voit, mais on se voit quand même parce que on travaille sur le même truc et que on n'a pas le choix pour la mission que de se voir. Voilà, et on a Ayons tellement une pas le relation choix. à distance. Pour la mission. Oui, voilà. Voilà, et en fait, non, hein, ça se passe pas du tout à distance. Aménagement ensemble. Voilà, ça finit Pour pas la du tout à science. distance. Mais cet épisode, du coup, avait vraiment. Enfin, pour moi, c'est un épisode qui va encore plus ériger Jadzia en tant qu'icône queer. Elle est une icône trans. Elle a ce magnifique baiser lesbien. Elle envoie des vibes de. Ouais, elle pourrait sauter sur à peu près tout ce qui bouge. Et il n'y a pas de souci. Et puis, il y a même dans le personnage, quoi, c'est une femme forte, c'est une femme qui est très sûre d'elle, qui a un humour fabuleux, qui a parfois d'ailleurs un humour de daronne, voilà, ce qui me parle beaucoup. Il y a vraiment absolument rien à acheter dans ce personnage-là. Et c'est un personnage, je pense, qui parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes queer quand on regarde Star Trek. Star Trek d'ailleurs, qui est clairement depuis longtemps une série woke. Hein. Je suis désolée pour les réacs, mais ça fait longtemps que Star Trek c'est woke. Dans les années 90, c'était woke. Dans les années 60, c'était woke. C'est woke depuis très longtemps. C'est juste vous qui êtes à la masse. Je suis désolée. Mais non, Voilà. pas désolée. Non, je suis pas désolée Tiens, du tout. J'ai une question technique. Est-ce que Jadzia est affamée Est-ce que c'est expliqué que c'est à cause de la présence du symbionte ou c'est comme une conséquence du fait d'avoir le même appétit que Curzon
ou est-ce que c'est un hasard et où on ne fait pas le lien entre les deux? Non, puis c'est pas. Enfin, je veux dire, Jadia n'est pas Curzon et inversement, c'est-à-dire que c'est pas non plus le même comportement, la même manière de. Mais par contre, ce qui est clair, et ça c'est dit dans la série, c'est que c'était plutôt quelqu'un d'assez timide avant de recevoir le symbionte, et le symbionte va lui permettre vraiment d'exprimer son plein potentiel. Il y a vraiment quelque chose, la réception d'un symbiote quand on est un Trill, c'est quelque chose qui va vraiment changer énormément la manière de pouvoir s'exprimer, de percevoir le monde. Ouais. Et il y a un très bel épisode d'ailleurs où Jadzia en fait procède à une cérémonie qui permet aux anciens hôtes de s'incarner pendant un petit moment, une petite heure, dans le corps de quelqu'un d'autre, et donc qu'elle puisse rencontrer des anciens hôtes et avoir une vraie conversation avec eux. Et là aussi, c'est très intéressant parce que ça permet de connaître le passé du symbionte et les différents hôtes qui ont pu croiser sa route, de rencontrer notamment l'hôte qui portait le symbionte au moment de la relation amoureuse avec la personne dans l'épisode Rejoined où il va y avoir ce baiser lesbien. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un Mais de autre rien. mime Star Trek que j'aime beaucoup, qui représente a priori un Klingon qui a l'air un petit peu virulent, comme souvent ces gens-là. Stéréotype. Ah bah oui, mais bon. T'es raciste. C'est présenté comme ça, et je pense que c'est utilisé dans le mime. Et dans le mime, cette personne dit si tu ne respectes pas les pronoms de mon ami, tes pronoms seront bientôt was, were. Oui, exactement. Je Je l'aime trouve ça beaucoup. très mignon. Et ça me fait conclure le fait de ce que l'extrait qu'on a écouté plus le mime me donne envie de conclure que les amitiés durent plus longtemps avec Klingon. Voilà. C'est très particulier d'avoir des amis Klingons, mais si tu es effectivement, si un Klingon te reconnaît comme son ami, ouais, c'est plutôt bien, effectivement. C'est une amitié solide qui durera, même si tu risques souvent de t'effondrer après avoir bu du vin de sang. Super. Ça fait rêver. Voilà, moralité, regardez Star Trek, vraiment. Il n'y a pas de... Il faut pas regarder cette série-là ou il faut regarder cette série-là dans Star Trek. Regardez Star Trek, il y a plein de choses qui sont super bien, il y a des trucs qui sont toujours aussi un peu moins bien, ça peut être assez inégal, mais regardez Star Trek, c'est la vie. Il faut savoir que Star Trek c'est woke depuis très longtemps, mais à chaque fois que ça a été woke, c'était woke pour l'époque. Donc on n'est pas obligé de s'infliger la série des années 60 non plus. On peut attaquer avec le Star Trek actuel. Je tiens à dire que ma mère est fan de la série Star Trek d'origine et que j'ai regardé même pas quelques épisodes, un épisode, et que j'ai pas pu aller plus loin, pas parce que les valeurs de l'époque ou quoi que ce soit, mais parce que à l'époque, apparemment, pour donner l'impression qu'on avait un écouteur dans l'oreille, on utilisait un manche de tournevis. Et je suis désolée, c'est difficile de se concentrer sur le reste de l'épisode quand quelqu'un a un tournevis dans l'oreille. Ah bah ça a vieilli, certes, mais c'est ça qu'il faut voir aussi. Effectivement, je suis d'accord avec Jenna. En fait, on n'est pas obligé de s'infliger quoi que ce soit d'ailleurs. Il y a des personnes qui inversement diront que les nouvelles séries Star Trek les déçoivent, non pas par rapport à leur réalisation, aux effets spéciaux, etc., qui sont superbes, mais par rapport à des fois ça colle pas à l'esprit de Starfleet tel qu'il l'entendait. Là, on rentre dans des choses un peu de puristes. Mais encore une fois, voilà, moi, je peux que vous encourager à regarder du Star Trek. Il y a des super séries animées. Il y a Prodigy, qui est plutôt série sérieuse et qui peut être présentée à des enfants. Il y a Lower Decks qui est génialissime. Si vous avez envie de voir de la série animée en Star Trek, il y a aussi. Voilà. Longue vie et prospérité.
Et c'est la fin de l'épisode, comme c'est la fin à chaque fois que Mika dit ça. On va quand même dire au revoir correctement. Il faut que ce soit la fin de l'épisode, parce que sinon, on recommence à faire des épisodes de 2h15. Oui, de toute façon, là, c'est pas comme si... Oh, tu voulais nous parler de... Alors, donc, les légendes dans les îles britanniques avec... Non, non, effectivement, on a un fini. autre épisode. On est à 1h19 d'enregistrement à mon chrono, ouais. donc on est bien. Oui, tout à fait. On n'a pas parlé de NRE, mais voilà, on fait un shout-out à NRE et aux autres podcasts de Nouvelles Radios Euphoriques. Et voilà, tiens, d'ailleurs, je voudrais... j'ai toujours pas écouté Omelette. Et j'ai galéré pour trouver Omelette, parce que c'est bien caché. Tu vas trouver par boîte. Mais j'ai pas encore écouté parce que j'ai pas réussi à télécharger. C'est pas un format de podcast. Je sais pas du tout comment ça marche, c'est pas moi qui ai géré Ouais. la logistique encore une fois, mais je pourrais demander si tu veux. Voilà. Et donc je me demandais, est-ce qu'il y aura d'autres épisodes? A priori, oui. C'est juste que donc moi je suis à Lyon et que Fanny, l'autre hôte, est à Paris. Mhm. Et que du coup, il faut qu'on trouve des moments où on peut se voir. Et donc, soit des moments où moi je monte ou où elle descend, et pour pouvoir enregistrer à ces moments-là. Votre enregistrement est forcément plus en présence? On préfère, ouais. Je vois la comprends pas différence, et mes épisodes en présence dans Nova Trans sont tous un tout petit peu plus vivants. Il y a un truc en Ouais, plus. ouais. Quoi. Ouais. Oh, qu'est-ce que ce sera le jour où on enregistrera dans la même pièce? On fera le bonheur de la SNCF, je pense. Déjà, financièrement. Possible. Et je comprends pas que tu aies galéré à trouver Omelette. Charlie a expliqué que c'était facile, il suffisait de casser des yeux. Oui, merci. Alors, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux et notre site pct.fr. Les réseaux particulièrement Instagram et Mastodon. Je sais pas si on s'occupe beaucoup des autres. Tu postes encore pour nous sur X, Mika? Je mets ma combinaison anti-radiation oui, voilà, avec une pince, si c'est très loin, je mets l'épisode et je le retire. Collectivement, on décide de continuer à dire Twitter parce que vraiment, moi, ça me fume de rire parce que ça fait 3 semaines peut-être que dans tous les articles de presse que je vois qui mentionnent Twitter, les journalistes font cet effort de dire donc oui, comme posté sur X, et à chaque fois, systématiquement entre parenthèses, ancien Twitter. Encore du dead naming. Du dead naming, tout à fait, c'est vrai. Mais oui, donc Charlie préfère qu'on n'utilise que le dead name. Que le dead name de Twitter, s'il vous plaît, oui. Pour une fois qu'on peut faire chier les 6, c'est ça? Particulièrement pour faire chier Musk sur le sujet de... Parce que tout à fait. Pour être plus sérieuse quand même là-dessus, je suis pas certaine que notre présence sur X survivra à ma présence sur X, qui est de plus en plus, de plus en plus précaire, on va dire, clairement. Moi, j'ai sauté le pas depuis le dernier épisode où j'ai décidé de supprimer mes comptes. Pas juste de plus y aller, mais vraiment supprimer mes données. Avant que ce soit utilisé pour nourrir, je sais pas quel moteur d'apprentissage. Voilà. Il y avait des articles qui commençaient à dire que les données allaient être utilisées pour du machine learning, des choses comme ça. Et bon, Ouais, c'est un petit peu dans cette idée-là. C'est aussi le fait que, alors c'est comme tout, on ne sait jamais ce qu'il annonce qui sera vrai ou pas, mais Musk disait qu'il souhaitait enlever la fonction de blocage. Les DM sont plus vraiment privés parce que finalement, on te dit qu'avec les nouvelles conditions, on peut quand même y accéder dans certaines conditions. Voilà. C'est vraiment en train d'arriver au bout. Et je me dis qu'effectivement, le fait de supprimer le compte supprimera la tentation d'aller sur le réseau en question. Mais j'ai pas encore tout à fait mon deuil. Ça. Et voyez, on fait nos réunions en direct en fait. Bon, on va demander l'avis aux autres
aux autres membres pour voir si on supprime, mais comme ça on pourrait supprimer le compte un podcast trans et soulager Mika de la question de ce qu'elle fait de son compte à elle. Votez dans les commentaires en mettant 5 étoiles si vous pensez qu'il faut fermer le compte. Et voilà. 4 étoiles et demi si vous pensez qu'il faut garder le compte. C'est bien. Vous pouvez envoyer des dons pour... Vous avez autre chose à rajouter, à plugger Moi, je veux dire bonne nuit. Hein. Oh oui, allez. Bonne nuit, enfin, pour les gens, ce sera bonne nuit, bonne journée, bon, je sais pas quoi, voilà, selon l'heure à laquelle ils écoutent, mais pour nous, bonne nuit. Oui. C'est ça. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bye. Bientôt. Bye. Tac. Bon, moi, comme j'ai l'impression que ça devient un peu systématique, mais encore une fois, j'ai dormi 5 heures l'année dernière. Ouais, et tu meurs de chaud. Il fait 42 degrés, donc je vais aller me mouiller et